Ils sont avec nous pour cette deuxième partie de votre émission pour disséquer les discours des présidents africains. Monsieur Yampapou Yambouama, acteur de la société civile, activiste politique, je dois dire ça. Il nous le dira au cours de cette émission également, puisqu'il donne des avis sur les populations magoutchées ou du Burkinabé. Et on reviendra dans une autre émission sur cela. Et également Monsieur Klasioko Toglo qui est avec nous. Merci à vous tous. C'est le feu qui est ouvert. La ligne est ouverte maintenant à tous les téléspectateurs qui veulent bien également donner leur point de vue sur les discours. Et bien entendu, pour Mamadou Djoumboué, pour l'exercice budgétaire 2023, la rationalisation des ressources du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour accentuer donc les efforts sur la qualité des soins. Là, on parle véritablement des santé qui passent nécessairement par le renforcement des capacités du personnel, la construction de nouveaux hôpitaux et de centres de santé, la rénovation et l'équipement de quelques-uns. Aujourd'hui, c'est le cas également donc de plusieurs pays en Afrique où on constate qu'il y a véritablement un manque d'hôpitaux. Quand on parle également de santé, le constat est amer. Monsieur Yampapou Yambouama. Effectivement, c'est l'un des points, j'allais dire, qui constitue des plaies béantes pour toute l'Afrique. Et lorsque la pandémie de la Covid est arrivée, on s'était attendu à ce que les Africains saisissent donc cette opportunité. Moi, j'ai toujours appelé la Covid là comme une opportunité pour les Africains. Mais malheureusement, on n'a pas saisi ces opportunités. On a plutôt dépensé des milliards et des milliards sous prétexte d'acheter des vaccins dont, en tout cas, l'efficacité est aujourd'hui remise en cause par des officiels. Et on a dépensé des milliards pour soutenir des couches vulnérables à qui ça n'a nullement aidé. Et parce que vous savez, quand vous êtes un pays pauvre, il faut accepter que vous êtes pauvre. On se lève aux États-Unis, les gens, ils ont leur monnaie. Ceux ils décident, ils rentrent seulement dans leur machine, ils fabriquent toute la monnaie qu'ils veulent et ils injectent dans le secteur qu'ils veulent injecter. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Alors aux États-Unis, on dit, ok, on va donner justement une assistance sociale, peut-être de $1000 ou de $2000 à chaque citoyen. Et vous aussi, vous dites que vous allez assister aussi vos couches vulnérables, justement parce que la Covid les a fait chuter, on a fermé les marchés, etc., etc. Et pendant ce temps, vous n'appuyez pas sur un bouton pour fabriquer de l'argent. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on décide de prendre des milliards, mais à titre individuel, les gens se retrouvent à prendre 5 000, 6 000, 10 000, 15 000. Ça va changer quoi dans la vie quotidienne de quelqu'un? Il va prendre, il va bouffer peut-être en une semaine et puis bon, c'est fini. Ça n'aura rien amélioré du tout dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est ça la triste réalité. Alors que ces milliards-là auraient pu servir, comme depuis le début on l'avait dit, aurait pu servir à non seulement mettre sur pied des infrastructures de bonnes conditions de prise en charge pour nos patients, et au moins après la pandémie, même si tous ceux qui passent là-bas sont morts, on va dire, bon, au moins cet hôpital-là, ça a été construit justement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ensuite, cet argent aurait pu servir effectivement à améliorer la qualité de vie des fonctionnaires de santé, par exemple. Ou encore à financer justement les nouvelles technologies. Parce que pendant la Covid-19, on a vu quand même un élan
technologique éclore subitement en Afrique. Pour des gens, c'était soudain, mais en réalité, pour nous autres Africains, nous savions qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, parce que chez les Africains, depuis tout petit, les gens s'amusent à fabriquer des choses. On a vu partout, dans chaque pays, des gens qui se sont pris en charge, ils ont fabriqué leurs propres outils, d'accord, de lavage, en tout cas d'hygiène, pour entretenir, donc, et faire en sorte que, effectivement, on puisse écarter au maximum le virus. On a vu des gens qui sont allés même plus loin. On a fabriqué des appareils respiratoires et tout ça dans nos pays. Mais est-ce qu'on a pu promouvoir cela? Aujourd'hui, les mêmes appareils respiratoires, on continue de les commander, soit en Chine, soit en France, etc., etc., pendant que nos propres enfants, qu'on a envoyés dans les écoles de nos pays, des étudiants, ont fabriqué ça. Mais aucune lisibilité. On n'a soutenu personne. Voilà. Parce qu'on n'a pas confiance en eux. Non, je pense que ça va au-delà d'une question de confiance. Il se trouve que dans nos pays, ça il faut être sincère, il se trouve que dans notre pays, les gens ont pris de l'argent comme Dieu. Si bien que l'argent dépasse l'humain. Et il suffit que quelqu'un pense qu'en commandant un matériel à l'extérieur, il peut se dégager quelque chose qu'il va mettre dans la poche parce que personne ne pourra aller vérifier combien il a acheté ça. Il va préférer ça que de vouloir subventionner la production de quelque chose dans son pays parce qu'il sait qu'à tout moment, tout le monde peut savoir à combien ça a été produit, etc., etc. Ça, c'est la triste réalité. Donc, ça fait que les gens préfèrent, je vous assure, les gens empochent de l'argent. Pour le simple fait de commander des choses à l'extérieur. Et c'est seulement quand les gens là veulent lâcher nos régimes, c'est à ce moment maintenant qu'ils sortent ces dossiers-là pour dire, voilà, dans telle situation, tel a fait ceci, tel a empoché ça, tel a... C'est comme ça. Vous voyez la façon dont on nous parle des ports, on nous parle... La même façon s'applique dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement une histoire de Bolloré ou bien de qui que ce soit. C'est comme ça, malheureusement, que les gens voient dans nos pays. Et c'est à cause de ça qu'on piétine les efforts de nos concitoyens. Hier, j'étais en train de suivre un Congolais qui, depuis des années, travaille sur, comment vous appelez ça, la technologie spatiale, c'est-à-dire pour faire décoller les fusées. Aujourd'hui, il en est à la 6e expérience. Mais l'État du Congo, un franc, ne donne pas. Bon, ça veut dire que voilà des gens qui vont révolutionner des choses dans le pays. Et vous voyez ces messieurs-là, ces ingénieurs, sont allés en Occident. Ils ont été reçus par les plus grandes agences spatiales. Ils leur ont donné de la visibilité. Donc, voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on est toujours là. Ce qui va faire en sorte qu'on soit indépendant, on ne le fait pas. On passe toujours à côté. Et puis après, on s'étonne qu'on est pauvre. On va être riche comment? Quand vous prenez de l'argent pour aller toujours donner. Je crois que dans les émissions passées, j'ai expliqué aux gens pour que les gens comprennent ce qu'on met dans le PIB. Quand vous parlez de produit intérieur brut, on vous dit voilà la masse de richesse que votre pays a produit, par exemple en 2022. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que dans cette masse de richesse qu'on nous présente, qui a été produit, par exemple chez nous au Togo, il y a ce que Bolloré a fait comme richesse, il y a toutes les multinationales là, ce qu'ils ont produit chez nous là, c'est dedans. Mais est-ce que c'est pour vous?
C'est pas pour vous. Est-ce que vous allez aller dire à Bolloré, donne ton argent pour que je paye les fonctionnaires, pour que j'augmente le salaire des fonctionnaires? Vous ne pouvez pas. Donc, c'est ça la réalité. Il faut travailler à faire en sorte que ce soit des Togolais, des Ivoiriens, des Camerounais, etc., etc., qui produisent et à qui vous achetez les choses. Et c'est comme ça que vous produisez de la richesse. C'est comme ça que les entreprises vont payer plus de taxes à l'État et l'État aura plus d'argent pour valoriser justement le salaire des fonctionnaires, etc., etc. Donc, comme je suis parvenu là, je voudrais quand même revenir sur une question antérieure en 1 minute seulement. Je crois que quand on est là pour éclairer les gens, il faut le faire vraiment sérieusement. Ça m'a fait sourire quand mon copanéliste a expliqué que ailleurs, justement, l'augmentation du SMIC crée du bien chez les populations, mais l'augmentation du même SMIC au Togo crée plutôt des problèmes. Pourtant, en réalité, c'est la même situation, c'est-à-dire que, effectivement, comme lui-même il a reconnu, le fait de relever le SMIC fait que même toi là, qui recrutes à titre privé, par exemple, vous êtes une structure, si vous voulez par exemple employer, le minimum de salaire, si on est dans le contexte du Togo, que vous allez me payer, c'est 52 500. C'est ça la réalité. Or, si vous n'avez pas la possibilité de me recruter à 52 500, ça veut dire que vous n'aurez personne pour travailler pour vous. Et quand vous allez prendre quelqu'un pour travailler pour vous, ça voudrait dire que à tout moment, la personne peut vous créer des problèmes. Parce qu'il est payé en deçà de ce que la loi recommande qu'il soit payé. Et ensuite, quand mon copanéliste dit le Togo s'endette de la même manière, je crois quand même qu'il faut relativiser. Quelqu'un qui est à 22 milliards, presque à 23 milliards, comparé quand même à quelqu'un qui est à 3 milliards 5, parce que la dette publique du Togo est de 3 milliards 5, comparé quand même à presque 23 milliards, vous comprenez que ce que l'autre peut faire, l'un ne peut pas le faire. Et ensuite, je vous assure que Ouattara, ce n'est pas parce qu'il a été directeur du FMI, ce n'est pas parce qu'il a été ceci ou cela. On ouvre les vannes de l'argent à Ouattara parce que tout simplement, on ne veut pas faire en sorte que l'Afrique, c'est-à-dire la France, perde l'Afrique. Et on utilise Ouattara pour révolter les populations des autres pays. Parce que on va dire, vous voyez, Ouattara, lui, il est bien parce qu'il est avec la France. Et donc, on lui permet de faire chose. Or, la conséquence, c'est quoi? C'est comme l'autre l'a dit, si demain Ouattara n'est pas là, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Puisque ce n'est pas votre argent qu'il prenait pour faire ça. Il allait prendre de l'argent chez les gens. Mais vous allez souffrir énormément. Donc, je crois que, et je suis d'accord, au Togo, nous avons des problèmes. Mais je pense que si le Togo aussi s'endettait comme la Côte d'Ivoire s'endette, certainement que les conditions auraient été aussi à peu près similaires par rapport donc à ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Nous espérons très bien. Donc, on parle de l'état de santé et plusieurs de ces promesses qui ne sont pas probablement tenues à la fin de chaque année, mais qui sont renouvelées. Et aujourd'hui, on parle dans cette catégorie de l'état de santé, des hôpitaux qui doivent être construits. Et disons-nous la vérité, Monsieur Kassiokou Toglo, à quoi est-ce que vous vous attendez quand on parle de santé de la part des présidents africains, vu qu'ils nous promettent à chaque début d'année la construction de ces hôpitaux dont on parle aujourd'hui? Moïse, aujourd'hui, je peux vous rassurer que je ne suis pas un non négligeable dans ce qu'on appelle la santé, c'est-à-dire l'administration de la santé dans un pays le plus développé aux États-Unis. Puisque vous êtes dans ce domaine aussi. Merci beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point qui me fait pitié par moment.
puisque je connais un peu les règles, je connais cette administration. Mais je vais rapidement nuancer quelques propos sur ce panel. Mon copanéliste qui fait un bon boulot aujourd'hui, il faut éclairer la lanterne. Il faut dire la vérité aux Africains. Vous savez, la population ivoirienne a un nombre que nous connaissons tous. La superficie ivoirienne, la superficie du pays de la Côte d'Ivoire est bien connue. Le Togo, quand on veut comparer les choses, il faudrait que nous allons en détail, c'est-à-dire dans les domaines de recherche aussi possibles. Puisque nous sommes en administration des affaires, que je maîtrise aussi très bien. Le Togo a une superficie de 56 600 km² qui ne change jamais et une population qui augmente progressivement vers aujourd'hui 9 à 10 millions. Comparez cela à la Côte d'Ivoire et comparez à la superficie. Si les gens veulent me dire que si le Togo s'endette comme la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire améliore dans un moment bien sûr anesthésique la vie quotidienne de sa population, cela veut dire que le taux, c'est-à-dire le montant que le Togo aussi prête, le Togo peut le faire avec un MBA à la tête du Togo. Le Togo a un président qui a des mauvais conseillers, des exécrables conseillers. Je voudrais vous dire aussi sur un autre plan, avant d'en arriver au domaine de la santé. Ouattara a qualifié le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, du jeune doyen. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît même la politique française avant l'arrivée au pouvoir de Ouattara. Le Togo, nous savons tous que Faure Gnassingbé est au pouvoir grâce aux joyeux français, aux zouaves français. Quelle est la différence, quel est le distinguo qu'on voudrait mettre entre un président Ouattara qui est sur la semelle française et un Faure Gnassingbé qui est sur le même plateau? Il n'y a rien comme différence. Monsieur Classio Koutoglo, je voudrais revenir juste sur ma question, puisque j'ai encore d'autres questions. J'ai encore d'autres questions pour vous. S'il vous plaît, nous sommes sur une télévision panafricaine, une télévision suivie dans le monde entier. Il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé utilisent les mêmes réseaux pour administrer leur pays. Ce qui se fait d'une manière anesthésique, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec les conséquences gravissimes de demain, Faure Gnassingbé peut le faire aussi au Togo, avec le pourcentage du prêt qu'il fait sur le dos des citoyens togolais, mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des projets mirobolants, on fait le prêt et on se partage l'argent dans une minorité que lui-même qualifie d'une minorité pieuse. Et c'est M. Classio qui le dit. Alors, M. Classio, revenons sur... Vous connaissez, ouais, un des responsables de ce qu'on dit. Alors, M. Classio Koutoglo, en une minute, répondez à ma question posée. L'état des hôpitaux aujourd'hui, parce que quand vous n'allez pas me dire que quand vous allez au Togo, en Afrique ou de l'Ouest central ou en Afrique du sud-sahérien, vous allez avoir les mêmes conditions qu'on a aujourd'hui aux États-Unis ou à la diaspora, ou carrément regardez un peu l'état de santé de nos compatriotes qui sont au bercail. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ça, vu qu'il y a également des discours qui sont tenus en ce sens, en une minute. Je vais vous dire ceci, que dans ce domaine, je suis triste et je n'aime pas évoquer même ce sujet
à la place publique. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les chaînes d'hôpitaux aux États-Unis ont un réseau en Afrique aujourd'hui qui ramène les docteurs formés par exemple à Accra, dans les pays anglophones, les infirmiers formés à Accra, au Ghana, dans les pays anglophones, qui passent par l'Afrique du Sud pour atterrir directement aux États-Unis, et le lendemain, cette personne se pointe dans un hôpital aux États-Unis et commence à travailler le même jour. Est-ce que vous le savez? Les gens ne le savent pas. Cela veut dire que les Africains connaissent quelque chose et que les présidents africains refusent de valoriser sur le continent africain dans ce domaine bien précis. C'est une paresse généralisée, à part certains révolutionnaires qui arrivent à la tête de certains pays et certains présidents du pays Maghreb qui comprennent que nous pouvons évoluer au même titre que les États-Unis aujourd'hui dans le domaine de la santé, ou bien le même niveau que la France aujourd'hui dans le domaine de la santé en Afrique. La politique mise en place dans les pays africains dans le domaine sanitaire est exécrable. Nos présidents sont mal conseillés. On envoie des étudiants dans les pays étrangers, ils ne finissent même pas, ou bien ils fabriquent certaines choses et ils les appellent pour pouvoir devenir des conseillers auprès d'eux. Et les Français qui refusent définitivement que l'Afrique se développe, on prend ces personnes comme des conseillers auprès des présidents en Afrique francophone pour pouvoir conseiller les gens dans le domaine de la santé. En plus de ça, il y a une mauvaise volonté, une mauvaise foi de nos présidents qui ne comprennent pas la nécessité de la santé de leur population. Quand un président prend un fusil ou envoie des généraux sur le champ pour pouvoir tuer leurs citoyens, pour pouvoir garder le pouvoir, vous comprenez que ce président ne pourra jamais avoir le cœur pour pouvoir avoir un hôpital pour sa population. Merci, M. Classio. Je ne vois pas le lien, à mon avis, mais bon. Monsieur Papou Yambouama, un autre as donc de notre débat aujourd'hui concerne les 46 soldats ivoiriens qui sont toujours au Mali et ce sujet intéresse beaucoup donc d'Africains en ce moment, qui fait partie de l'actualité. Il force de constater qu'il y a le président Essozimna Faure Gnassingbé qui est le médiateur, qui a fait également un déplacement au Mali pour faire une séance de travail avec Assimi Goïta, le président de transition malien. Alors, le Togo est en de bonne route ou sur le bon chemin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a déjà 3, malgré qu'il y a les 20 ans de condamnation. Il y a également Alassane Dramane Ouattara qui rassure le peuple lors de son discours que les 46 seront bientôt libérés. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'encre et de salive qui coulent à travers donc l'affaire des 46 soldats. Et je pense que pour le Mali, cela participe de son affirmation de souveraineté. Voilà, parce que le Mali, dans cette affaire, les gens ne l'ont pas compris, a voulu montrer que il n'y a pas d'interférence entre le judiciaire et justement le politique. Et donc, il y a eu justement des démarches diplomatiques encadrées, heureusement, par le Togo, et effectivement qui est en train de réussir. Et pour quand même faire cela,
Assimi Goïta ne pouvait pas demander à la justice de son pays, bon, remettez-les tout simplement pour qu'on les libère. On les a arrêtés, on a judiciarisé la situation. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est demander clémence pour qu'on puisse avancer peut-être les délais. Hein, pour que, voilà, ce qui peut être un processus qui allait prendre des mois, hein, pour aboutir donc à un procès normal, il a demandé qu'on puisse faire quand même un calendrier spécial pour pouvoir juger cette affaire, de façon à ce que, bon, il essaie de voir sur le plan diplomatique la décision qu'il pourrait prendre pour permettre quand même que la médiation menée par le Togo ne puisse pas être un échec. Moi, je crois que c'est sur la bonne voie. Bon, pourquoi là où effectivement ça a tiqué beaucoup de gens, c'est la condamnation à mort des trois femmes soldats. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que à la libération des 3 femmes, pour des questions humanitaires, le Mali aurait demandé à ce qu'elles puissent se mettre à la disposition de la justice malienne à chaque fois que besoin est. Donc finalement, dans tout le processus, bon, je ne sais pas, peut-être ayant eu peur, ayant pensé que peut-être en y retournant, peut-être elles risquent de ne plus être libérées. Donc elles ne sont pas retournées. Et donc la justice aussi a été sans pitié. Voilà pourquoi la justice est allée à une condamnation plus ferme. Sinon, elles n'ont pas commis quelque chose de plus grave que les 46 autres qui sont détenus au Mali là-bas. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté de la part de Assimi Goïta. Tout le monde essaye dans cette histoire de pointer la bête noire sur Assimi Goïta pour faire croire que voilà, tous les autres essaient de diluer et voilà, mais lui il va toujours d'une main ferme et tout ça. Les gens s'en vont même jusqu'à évoquer le fait qu'il n'a même pas parlé des 46 militaires dans son discours. Mais est-ce que, je ne sais pas, c'est un intérêt pour son pays? On est en fin d'année, un président veut faire un discours pour ce qui va par rapport donc à son pays. Je ne sais pas pourquoi les gens vont vouloir qu'il aille faire ça. Par contre, maintenant que la justice a fait son affaire, le président maintenant pourrait effectivement prendre des mesures telles que amnistier ou en tout cas une grâce présidentielle pour dire ok, au nom justement des pays et des relations qui unissent donc les Ivoiriens aux Maliens, voilà, je prends une grâce présidentielle où j'amnistie tout simplement tous ces soldats-là pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire la situation. Sinon, c'est en de bonnes mains. Les gens profitent pour dire que non, le Togo a échoué, c'est faux. Au contraire, vous allez constater que même Ouattara, qui a fait son discours au lendemain même de la condamnation des militaires, il n'a pas dit, il n'a pas placé un mauvais mot à cet endroit-là, parce qu'il sait que ils se sont entendus comme ça. Voilà, et Assimi leur a fait comprendre que, vous savez, vous ne pouvez pas m'obliger à faire un certain nombre de choses. Nous sommes venus et nous voulons remettre certains principes à l'ordre du jour. Et ces principes-là, même moi, en tant que chef de l'État, président de la transition, je dois respecter ces principes. Et donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais je crois que Assimi Goïta a beaucoup de respect pour le Togo. Et certainement que ces militaires-là vont être libérés d'ici là. Alors, M. Classio, je vois votre sourire, vous de même avis. Le Togo est d'ailleurs maintenant le bon médiateur en Afrique de l'Ouest. Je chéris mon copanéliste puisque il place les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Même si il dévie par moment, on comprend, mais c'est pourquoi je souris. Le Togo a été toujours, depuis le temps de Yadema jusqu'au temps de Faure Gnassingbé,
un pays médiateur. Mais est-ce qu'il faut qualifier aussi ce pays-là comme un pompier? C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, avec les situations qui se créent dans la sous-région francophone et avec des liens étroits qui lient certains présidents dictateurs de 3, 4, 5 mandats avec la France, avec la hausse voix de la France et autres contre les pays révolutionnaires, les analystes, c'est-à-dire les intelligents africains, peuvent faire le lien des choses et conseiller qui de droit. C'est pour vous dire que le Togo, que je félicite d'ailleurs, toujours d'être dans les dialogues, mais est-ce que le vrai jeu se joue? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que nous allons continuer toujours dans le mode farceur? Non. Nous devons aujourd'hui être directs et francs pour dire que même dans un dialogue diplomatique ou bien dans une démarche diplomatique, il faut placer les mots, comme mon copanéliste est en train de placer les vrais mots à leur place pour pouvoir dénouer les situations. La Côte d'Ivoire a fauté gravement dans le dossier des 49 militaires qui ont atterri sur un sol étranger, c'est-à-dire au Mali, sans aucune autorisation et avec des armes lourdes à la marque française dans leurs avions pour déstabiliser le Mali. C'est ça la vérité. Il va falloir que j'invite mon président Faure Gnassingbé de dire cette vérité à Ouattara, que c'est ça la réalité. Et de faire comprendre à Assimi Goïta que ce que vous êtes en train de dire, c'est ça la vérité. Maintenant, comment résoudre ce problème? Mais si on veut camoufler l'affaire avec tout ce système de la mafia, de l'ONU, des États-Unis, de la France. Alors, Monsieur Classio, la libération des 46 soldats ne serait pas un avantage pour la consolidation d'un lien au niveau de l'Afrique de l'Ouest? En une minute, répondez à ma question. On doit libérer les 46 militaires dans une franchise, dans une vérité que le peuple africain doit comprendre. Il va falloir que la Côte d'Ivoire joue le jeu et dit clairement au peuple africain que oui, nous n'avons pas rempli cette formalité, nous n'avions pas fait ceci, et c'est ça qui a consolidé, qui a créé ces désordres. Pour ne pas placer Assimi Goïta, d'ailleurs, le leader pragmatique aujourd'hui de l'Afrique, sur une mauvaise liste sur le plan international et devant les Africains. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous réclamons. Et quand le Togo prend en charge cette lourde tâche, il va falloir que le président Faure, que moi je connais très bien, puisse dire la vérité à son grand frère, Alassane Ouattara, que le dossier a été pourri et que nous devons dire la vérité au peuple. Sinon, aujourd'hui, aucun d'entre eux. Merci, Monsieur Classio. Et nous le répétons encore, aucun d'entre eux de la CEDEAO, de l'ONU et même de l'Union africaine ne fera rien au Mali. Merci, Monsieur Classio. Monsieur Mpapou, au début de chaque année, nous constatons qu'il y a également des prisonniers. Vu qu'on parle également de certains prisonniers, on va faire juste 2 minutes sur ce sujet. Il y a beaucoup qui sont libérés. Et quel serait votre souhait pour le début de cette année aux prisonniers, quand on parle aujourd'hui de libération? Bon, mon souhait par rapport aux prisonniers, c'est que on puisse leur trouver des conditions, je ne dirais pas agréables de vie, mais des conditions acceptables. Parce que la place du prisonnier doit être à la prison. Et il ne faut pas, sous prétexte de l'humanité ou de la démocratie ou de quoi que ce soit, vouloir mélanger les pédales. Tu as fait quelque chose qui n'est pas normal et qui est contraire à la loi,
ta place, c'est de l'autre côté. Maintenant, il y a des fautes mineures, d'accord? Et pour cela, on peut comprendre qu'on puisse gracier. Mais nos chefs d'État, il y a certaines raisons qu'ils n'osent pas évoquer dans la libération des prisonniers. Ce n'est pas seulement parce qu'ils en ont réellement envie, mais à un certain moment donné, les prisons sont saturées. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où rien n'évolue jamais, quoi. Il faut agrandir, justement. Il faut assainir les choses. Il faut bien organiser les choses de telle sorte que, même si vous avez combien de millions de prisonniers, que ça ne pose pas problème. Mais aussi, ça coûte quand même beaucoup d'argent aussi à l'État par rapport donc à leur truc. Moi, c'est dans le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai un petit souci par rapport à la libération des prisonniers là-bas. Parce que si vous avez suivi le discours de Alassane Ouattara, il dit qu'il s'est permis de libérer des gens d'une certaine mesure qui avaient commis des fautes mineures. Et là, il y a environ 6 000. Et je crois de l'autre côté, il y en a 8 000. Et ceux-là qui sont 8 000, il dit que de toute façon, c'est ceux-là qui ont des peines moins, plus, c'est-à-dire moins ou égal à 3 ans. Mais moi, ça a tiqué mon truc. Je me dis, si quelqu'un reste encore à purger 3 ans, ça veut dire quand même que la faute que la personne avait commise n'était pas une faute qu'on peut qualifier de mineure. Je ne sais pas si vous comprenez mon entendement. Oui, je vous comprends. On peut comprendre qu'on puisse libérer des gens peut-être qui ont écopé de peines, voilà, dont il reste à purger peut-être 6 mois, 1 an. Mais des gens qui restent encore à purger 3 ans, je doute que ce soit des petites affaires. Et quand j'analyse ce qui s'est passé lors des élections précédentes, la façon dont on a traumatisé la population ivoirienne, parce qu'il fallait replacer quelqu'un au pouvoir, franchement j'ai peur. J'ai peur que quelque chose soit en train de se tramer. Avez-vous la même peur, je ne vous coupe pas, avez-vous la même peur que pour Rokia Madougou, les prisonniers politiques, ou quand on parle également du Bénin Non, justement, des gens comme Rokia Madougou, on sait que c'est des prisonniers politiques. Vous savez, les prisonniers politiques, tout le monde sait qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Sauf que les gens, à un certain moment donné, se disent, bon, ça peut coûter mon pouvoir, et on a fait des trucs, voilà. Mais en réalité, le fait est que c'est sur le terrain politique. Donc, ces gens-là, on n'a pas de problème, quoi, quand on les libère. Mais des gens vraiment qui ont commis des fautes, et à qui il reste plus de 3 ans à purger comme peine, je ne crois pas que c'est des petits prisonniers. Alors, c'est l'avis donc de M. Mpapou. Alors, M. Klasoko Toglo, il y a également des prisonniers politiques en Afrique de l'Ouest, et l'un de vos compatriotes est également, comment est-ce qu'on, j'oublie un peu le nom. Il y a plusieurs politiques, hein, plusieurs acteurs politiques qui sont en prison en Afrique et autres. Quel sera votre souhait, si je vous demande en 1 minute de faire votre souhait pour la nouvelle année? Il faut dire tout simplement que les prisonniers politiques abondent dans les prisons du Togo. C'est ça, c'est simple. Parce que c'est la dictature qui privilège là-bas. Et puis ensuite, en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques qui sont tassés dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, les autres sont à l'étranger. S'il faut aujourd'hui dire quelque chose dans ce sens, je dirais d'abord à mon président Faure Gnassingbé de libérer son petit frère. Pacha Gnassingbé qui croupit en prison pendant des années avec le même sujet de l'atteinte à la sûreté de l'État. Et lui, aujourd'hui, il prend l'avion présidentiel sur le dos du contribuable togolais pour pouvoir aller au Mali pour demander la libération des 49 militaires qui sont là au Mali pour déstabiliser le Mali.
C'est je ne comprends pas la démarche. Aujourd'hui, les gens ont fait juste des marches de protestation au Togo pour faire descendre la dictature. On les met en prison. Ce sont des prisonniers politiques. Faure Gnassingbé ferait, par exemple, montrerait une bonne foi dans son pays d'abord à la fin de cette année, et puis ensuite prendre son vol pour aller au Mali, et puis ensuite nous tous, nous allons pistonner. Bon, merci, M. Classio Kotoglo. Par la même occasion, je voudrais, en termes de conclusion, avoir vos avis sur l'autre sujet qui importe beaucoup les Africains en ce moment, qu'il s'agit bien entendu donc de la guerre entre le Rwanda et le Congo. Est-ce que en 2023, vous espérez qu'on pourra avoir la solution ou une médiation en bonne et due forme pour que la paix revienne, puisque c'est la paix qui est le mot d'ordre de tous les présidents et dans tous les discours chaque année? Nous souhaitons la paix dans cette grande zone de l'Afrique où on a tellement une richesse intarissable. Donc, il va falloir que ces deux pays s'arrangent pour pouvoir comprendre que c'est la France qui met du désordre dans cette zone. Et essayer de se parler entre eux, les deux présidents, je parle bien du doyen du Rwanda et puis ensuite du grand frère Tshisekedi, de trouver des moyens, de trouver des solutions et de comprendre d'abord la cause. La cause principale, c'est la France qui sème le bordel, la zizanie dans la zone. Il faudrait qu'ils se parlent. Ils s'enferment entre eux, ils s'enferment dans une chambre. Les deux présidents, ils se voient les yeux dans les yeux. Ils disent que nous allons dire non à la France pour que cette zone soit libérée, pour que la paix revienne dans cette zone riche qui peut servir beaucoup pour l'Afrique. Merci, M. Classio. Ce sera votre mot de fin pour ce numéro de notre émission. Alors, M. Yampapou Yambouama, concernant donc la réconciliation, il y a les réconciliations qui se font probablement partout en Afrique, mais pas pour le moment entre le Congo et le Rwanda. Votre avis et votre conclusion pour cette émission? Il y a un philosophe dont j'oublie le nom qui a dit que lorsque vous nommez mal les maux, c'est-à-dire les problèmes d'un pays, vous contribuez à les aggraver, tout simplement. Et malheureusement, aujourd'hui, la situation a tellement pourri et aujourd'hui, on essaie donc de jeter du trouble dans la tête des Africains. C'est devenu comme un problème en réalité africain, alors que ça va au-delà de l'Afrique. C'est un problème géopolitique qui se passe en République démocratique du Congo, et tout le monde le sait. C'est pour ce problème géopolitique que Lumumba a été assassiné. Et sachez une chose, le monde ne voudra jamais la paix en RDC. Tant que les Africains ne vont pas se réveiller, il n'y aura pas de paix. Ce n'est pas un problème de RDC-Rwanda. Le Rwanda joue le jeu tout simplement d'une partie du monde. C'est tout. Donc, moi je crois qu'il faut que le monde cesse son hypocrisie. Il faut que l'ONU cesse son hypocrisie. Que les grandes puissances cessent leur hypocrisie et la paix va revenir. C'est comme quand vous parlez de la guerre israélo-palestinienne. Voilà, ce n'est pas une guerre qui ne peut pas finir. Mais puisque les gens ont pris parti, et chacun pour le côté qu'ils veulent, alors donc ça n'aura jamais de fin. Et on nous fait croire que c'est une volonté de Dieu. Voilà des imbécilités comme ça, des paradoxes comme ça. Et les gens y croient. Voilà. Donc, moi c'est cela. Et je vais terminer en disant que cette année, ce qui m'a
le plus marqué à la fin de cette année, c'est justement l'anniversaire de Norbert Zongo qui s'est passé le 13 décembre dernier. Norbert Zongo est mort depuis 1998. Et ensuite, nous avons perdu Omotunde Kalala dans des conditions vraiment inattendues. Et cela m'a rappelé la mort de notre maître, Cheikh Anta Diop. Et en évoquant ces trois personnalités, je voudrais tout simplement attirer l'attention des Africains sur la nécessité pour les Africains de se responsabiliser, de se prendre en charge, d'être de grands garçons. C'est le dernier message de Omotunde. Il ne s'agit pas de continuer de parler, il faut agir. Et Omotunde s'était donné 5 ans seulement pour que les choses changent en Afrique. Et je n'ai pas compris pourquoi la mort l'a fauché. Que leurs âmes reposent en paix. Norbert Zongo nous avait suffisamment alertés. La misère que vous produisez aujourd'hui sera votre manque de sommeil de demain. Aujourd'hui, le Burkina est sans paix. Et des Burkinabés, même des dirigeants se lèvent pour dire effectivement que c'est des Burkinabés qui sont révoltés contre d'autres Burkinabés. Mais pourquoi? Voilà pourquoi Ibrahim Traoré dit qu'il faut aller sur le terrain pour voir ce que les populations vivent, pour voir depuis des dizaines d'années ce qu'on a fait à des localités entières. C'est-à-dire pour dire qu'on n'a rien fait, quoi. Et vous voulez que ces gens-là supportent que le pays se tienne debout. Ça ne marche pas comme ça. Donc de la même façon, Cheikh Anta Diop nous a dit que nous devons nous armer de connaissances jusqu'aux dents. Et par rapport à cela, je vois en Afrique, sur les réseaux sociaux, des messages pêle-mêle qui passent, qui nous font croire, non, les études, les longues études là, ça ne sert à rien. Mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. On a besoin des scientifiques, on a besoin des gens qui vont un jour aussi nous rendre indépendants sur la technologie et dans l'espace par rapport à notre armée. On a besoin des gens qui vont faire pour dire aux Africains, armez-vous de patience et de ne vous laissez jamais. Donc, je disais donc toutes ces trois personnalités, je les ai mentionnées parce que justement, il fallait rappeler ces points essentiels pour que les Africains puissent se ressaisir, notamment dans le domaine de la connaissance, notamment en faisant en sorte à ne pas créer une misère inutile qui va nous revenir en pleine face tôt ou tard, comme c'est le cas aujourd'hui au Burkina, où Blaise Compaoré a pendant plus de 30 ans semé la misère, et aujourd'hui nous en sommes là, et faire en sorte que, avant que les autres nous respectent, nous puissions nous respecter nous-mêmes,
en travaillant à nous responsabiliser comme Omotunde voulait que nous le fassions. Nous devons avoir ce qu'on appelle la volonté de puissance. Sans cette volonté de puissance que Assimi Goïta et les autres essayent d'avoir aujourd'hui, sans cela, l'Africain ne sera respecté nulle part, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en Asie, ni nulle part ailleurs dans le monde. Construisons nous-mêmes, faisons-nous nous respecter et les autres vont nous respecter. Merci, monsieur Yampapou Yambouama. Fin de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. On se retrouve samedi à 11h, heure de Chicago, ou 17h GMT avec le même plaisir. Restez toujours des nôtres. Life is precious. Ciao. Bye.